Bonjour, mais premièrement, j'aimerais juste dire que je suis content d'être ici, puis je vous félicite vraiment pour le Club Math. En tout cas, ça se voit que ça fonctionne très bien. Fait que continuez. Aujourd'hui, ce que je vais vous parler, je vais vous parler de la finance mathématique, un peu des concepts que je trouve intéressants, puis comment ces concepts aussi donnent lieu à la formule de Black-Scholes. Fait que je suis sûr que vous avez déjà entendu Black-Scholes. Fait que peut-être je vais juste commencer avec une petite anecdote. Okay? Fait que Black-Scholes, c'est le nom de deux personnes, Fisher-Black et Myron Scholes, qui, eux, ont développé évidemment la formule qui s'appelle Black-Scholes, mais aussi qu'ils ont participé au développement de la théorie de la finance moderne, aussi avec quelqu'un d'autre qui s'appelle Robert Merton, et qui, à la fin des années 90, je pense que c'était 97, ont obtenu le prix Nobel. Malheureusement, Fisher-Black était décédé en 95, fait qu'il n'a pas pu le recevoir officiellement, mais c'était leurs travaux qui ont été récompensés par le prix Nobel. Et ce qu'il faut dire, c'est que quand ils ont travaillé sur la formule de Black-Scholes et qu'ils l'ont soumis à des journaux, ça a été d'abord refusé plusieurs fois, à de multiples reprises, que finalement, un peu plus tard, en 1973, ça a été publié dans un journal. Okay? Donc, ça, c'était la petite anecdote par rapport à ça. Mais là, évidemment, cette formule-là est beaucoup utilisée, ou en tout cas, cette théorie est beaucoup utilisée. Puis la formule, évidemment, avec certains ajustements, elle est aussi beaucoup utilisée en pratique. Fait que je vais vous poser un contexte très simple de la finance mathématique. Okay? Fait que je vais vous montrer un cas simple. Puis à partir de ce cas-là, vous allez voir qu'on va pouvoir aboutir à la formule de Black-Scholes. Okay? Donc, ce qu'on va supposer, c'est qu'on a un marché avec deux actifs. Fait quelque chose de très simple. Le premier, c'est une action. Okay? Fait que c'est tout simplement un investissement que vous faites, 100 $ et qui, dans une période, fait que ça peut être dans un mois, un jour, un an, comme vous voulez, va valoir 110 $ ou 80 $. Okay? Fait que ça, c'est S, ça va être pour cet instrument financier. Fait que ça, c'est le premier instrument financier dans lequel vous pourriez investir votre argent. Et il y en aura un deuxième. Le deuxième, ça va être tout simplement un investissement qui va comporter aucun risque. Okay? Fait que dans le premier, on a un certain risque. On peut aller en haut, on peut perdre un peu d'argent. Dans le deuxième, il n'y a absolument aucun risque. Okay? Fait que vous pouvez penser à ça comme un compte d'épargne, un compte bancaire. Vous mettez de l'argent. Puis ça, ici, on va mettre E exposant R, mais ça, juste pour que ce soit simple, vous savez que c'est 1 plus R environ. Okay? Donc, ce que vous pouvez le voir, c'est que comme un petit rendement, vous mettez 1 $, puis après, disons, un an, vous avez 2 okay? Fait que le R ici, ça veut dire comme un petit rendement garanti que vous avez. Fait que vous avez ces deux instruments financiers dans lesquels vous pouvez investir votre argent, un qui est risqué et l'autre qui n'a pas de risque. Okay? Maintenant, le problème qu'on veut considérer, c'est tout simplement on veut essayer de tarifer un instrument financier qui s'appelle une option d'achat. Okay? C'est quoi cette option-là? C'est essentiellement une fonction de l'action. Okay? Fait que, par exemple, qu'est-ce que vous investissez un certain montant d'argent, on ne sait pas encore combien, c'est ça qu'on va vouloir déterminer. Et dans une période, vous allez avoir quoi? Vous allez avoir le maximum entre le prix de l'action, moins 100 $ et 0. Okay? Fait que ça, c'est ce que cet instrument-là va vous payer. Okay? Fait que vous voyez que si le prix de l'action en bas, il descend à 80, bien, dans ce cas-là, ici, vous allez obtenir rien. Et dans ce cas-là, ici, vous allez obtenir 10 $. Parce qu'on sait, comme je vous avais montré, le prix de l'action, l'actif risqué, peut augmenter jusqu'à 110 $ dans l'état en haut ici. Okay? Fait que ça, c'est l'instrument financier, puis on appelle ça une option d'achat. Fait qu'on peut l'interpréter aussi comme, pourquoi ça s'appelle comme ça? C'est parce qu'on a l'option d'acheter l'action pour 100 $ dans une période. Okay? Fait que si vous voyez comme le versement, disons, net, okay? Fait que si dans une période, l'action vaut 110 $, puis vous avez l'option d'acheter pour 100 $, mais vous le payez 100 $, vous recevez l'action qui vaut 110, fait que vous avez 10 $ dans votre poche. Et si, évidemment, l'action tombe à 80 $, vous avez l'option de l'acheter, mais pas l'obligation, mais vous n'allez pas vous prévaloir de cette option et tout simplement, vous n'allez rien faire et donc vous allez avoir 0. Okay? Fait que vous allez mettre, disons, l'option à la poubelle, si vous voulez. Fait que là, la question qu'on peut se poser, c'est quoi le prix de cet instrument financier? Okay? Puis juste entre parenthèses aussi, quand je vous parle d'option ici, c'est sur un actif financier,
Mais dans la vraie vie, il y a aussi des options sur d'autres choses, comme par exemple des dérivés climatiques qui vont payer en fonction de la température moyenne sur une période donnée ou sur la quantité de neige reçue. Okay? Fait que des stations de ski ou comme des agences de tourisme peuvent acheter ces genres de produits-là pour gérer le risque. Donc, ces types de produits sont utilisés pour gérer le risque dans un cas plus large. Ici, on va se concentrer sur vraiment le risque d'un investissement. Okay? Fait que, par exemple, ici, vous pourriez acheter cette option-là juste pour limiter votre perte. Fait que si, par exemple, au lieu d'acheter l'action ici, bien, vous pouvez acheter une option d'achat, puis si le titre va vers le haut, qu'est-ce qui se passe? Bien, vous faites de l'argent, puis s'il va vers le bas, bien, au lieu de perdre 20 bien, vous faites juste, OK, bien, l'option ne vaut plus rien. Qu'est-ce que vous avez perdu? Bien, c'est le prix que vous allez payer pour cette option. Fait que là, on peut se demander comment est-ce qu'on va déterminer le prix de cette option-là. Fait que dans le cas de l'actif, okay, que je vous avais montré avant, je vous avais dit il vaut 100 $. Ça, c'est quelque chose qui est transigé, qu'on peut observer le prix. Ici, supposez que ce n'est pas transigé. Quelqu'un veut acheter cet instrument-là ou quelqu'un veut le vendre. Okay? Donc, il n'y a personne encore qui a acheté cet instrument-là. Et là, on se demande, bien, c'est quoi, combien est-ce que je devrais payer pour ça? Fait que d'après vous, comment est-ce qu'on pourrait aborder ce problème-là? Oui? Oui. Cette espérance-là, ben, on va pouvoir voir combien j'espère gagner. Donc, au moins, on voudrait que quand on vend notre option d'achat, ben, on ne donne ni d'argent à la personne, ou on ne lui retire rien. Donc, ben, on voudrait probablement lui retirer de l'argent, mais quand on vend cette option d'achat, ben, ça serait ça l'idée, de voir en termes de probabilité où est-ce que mon action va aller. OK, c'est bon. Fait que c'est une bonne réponse. Fait que ça, c'est l'intuition qui nous conduit à penser de cette façon-là. Fait que ça veut dire qu'on se dit, OK, bien, on va voir ça, c'est un prix aujourd'hui, ça devrait représenter une moyenne d'argent qu'on va recevoir dans le futur. Donc, on est amené à penser souvent comme ça. Fait que ce que tu avais dit, comme j'avais un peu prédit ce que tu avais dit, que ce que tu allais dire, parce que c'est vraiment naturel, puis le premier réflexe de tout le monde, c'est de penser comme ça, c'est de dire, bien, le prix de cette option, ça va être égal à quoi? Ça va être une espérance, donc le gain moyen que l'option va me procurer dans une période. Et ici, il y a ce facteur qu'on va appeler un facteur get-discount qui va tenir compte du fait que, si vous voulez, par exemple, quand vous avez investi le 1 $ puis vous avez 2 %, ça, c'était sans risque. Mais ici, vous faites un investissement, puis c'est un investissement qui est risqué, dans le sens que vous n'avez pas un montant garanti à la fin. Okay? Fait que quand on a quelque chose comme ça, on appelle ça qu'on veut un certain rendement qui va dépendre du risque de l'actif dans lequel on a investi. Okay? Fait que c'est sûr que ici, quand on va escompter, on ne va pas escompter au taux sans risque parce que l'investissement dans lequel on a fait, bien, il est risqué. Okay? Donc ça, c'est juste comme un ajustement. Fait que là, ce que vous avez ici, la logique, c'est que vous regardez votre versement moyen. Fait qu'on peut supposer P, c'est la probabilité que l'action va vers le haut, puis 1 moins P, c'est qu'il va vers le bas. Donc ça va être le versement moyen qu'on peut espérer de l'option. Et on va l'escompter à un certain taux pour dire que bien, si on a payé 10 $ pour ça, bien, en moyenne, on veut faire de l'argent parce qu'on a pris un risque. Okay? Qui va être évidemment, ce qu'on voudrait, c'est qu'on voudrait que ce soit plus grand, bien, ce sera plus grand que le taux sans risque. Okay? Donc, si on fait ça comme ça, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de poser des probabilités par rapport à c'est quoi la probabilité que l'action va vers le haut, puis c'est quoi la probabilité que l'action va vers le bas. Et il faut aussi déterminer un certain rendement exigé à travers cet investissement-là. Okay? Fait que si, juste pour que ce soit clair, là, ici, ça, c'est comme, vous pouvez le voir comme environ comme étant 1 sur 1 plus oméga comme ça. Okay? Fait que c'est juste, on va escompter, on va ramener, si vous mettez le 1 plus oméga de l'autre bord, vous voyez que le prix que vous avez payé, accumulé avec un certain rendement, va donner le versement en moyenne de l'option. Okay? Donc, ce qui avait été mentionné, c'est comme un peu une approche subjective, dans le sens qu'on va calculer une espérance, mais ça, on a besoin de connaître la probabilité que ça va vers le haut et aussi de connaître le rendement qu'on veut exiger sur l'option. Ça veut dire qu'il devrait y avoir différents prix, okay, que chacun d'entre vous, selon vos préférences, okay, selon vos hypothèses, allez obtenir.
Okay? Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous pensez qui est correct d'avoir un prix différent pour ce produit-là? Est-ce qu'on devrait avoir un prix différent dépendant de vos hypothèses? Non, on devrait avoir un seul prix? C'est souhaitable. C'est souhaitable, OK. Mais donc, ici la seule question que je vous dis, c'est que je n'ai pas fait d'hypothèse sur la probabilité que ça va vers le haut, vers le bas. Juste que ça, c'est le marché. Je ne veux pas fixer ça. OK? Puis là, si je n'ai pas fixé ça, chacun peut avoir sa propre version, ses propres hypothèses et déterminer le prix d'une certaine façon avec cette approche-là. Fait que moi, tout ce que je dis, c'est que cette approche-là est un peu subjective dans le contexte que je vous ai décrit. OK? Donc, maintenant, en fait, c'est ça un peu la beauté de cette théorie de la finance moderne, c'est d'approcher le problème de manière un peu différente. Donc, au lieu de voir ce prix-là comme étant une espérance, on va plutôt regarder est-ce qu'on est capable de répliquer le versement de l'option avec les instruments financiers qui sont disponibles sur le marché. Okay? Donc, ça, c'est la question qu'on se pose. Et ici, on a accès à deux instruments. On a l'action, on peut acheter des parts de l'action, et on peut investir dans le compte bancaire. Okay? Fait que ça nous donne quoi? Ça nous donne deux équations parce que si j'investis, si je fais un dépôt de B dans le compte bancaire, bien, je sais que dans une période, je vais avoir ce montant-là à accumuler avec intérêt. Okay? Fait que ça va être dans, peu importe le prix de l'action, s'il va en haut ou en bas, ce dépôt-là, il va toujours, vu qu'il n'est pas risqué, il va toujours me donner ce montant-là. Si j'ai investi delta part dans l'action, bien, je vais avoir une fonction du prix de l'action. Fait que si le prix a augmenté de 110, je vais avoir le nombre de parts que j'ai acheté fois 110, puis ici, ça va être le nombre de parts fois 80. Okay? Donc, ce que vous avez, c'est que vous avez ici tout simplement deux équations avec deux inconnus. Les deux inconnus, c'est B puis delta. Okay? Puis vous, ce que vous voulez voir, c'est est-ce que je peux répliquer le versement de cette option-là avec les instruments qui sont disponibles présentement. Et évidemment, deux équations, deux variables, on sait qu'il y a une solution. Donc, si on résout, on voit que delta, il faut que j'achète un tiers part de l'action. Okay? Évidemment, comme il faut supposer qu'on peut acheter des quantités fractionnaires, mais dans la vraie vie, ça va être des grosses quantités, fait que ça va être 2 100,2, fait qu'on peut arrondir. Disons, ça va être quand même assez exact. Fait que ici, vous avez un tiers, puis ici, c'est un dépôt négatif, fait que ça, c'est un emprunt. Okay? Fait que si on emprunte de l'argent et on investit dans l'action, on réplique exactement le versement de l'option. Okay? Donc, on a recréé de manière synthétique l'option. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le prix de l'option devrait être exactement le prix qu'il faut payer pour construire ce portefeuille, okay? de ces deux actifs. Donc, pourquoi? Fait que pourquoi est-ce que vous pensez qu'il faut nécessairement que ce soit ce prix-là? OK? Fait que là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai construit un portefeuille où j'ai déposé B dans le compte bancaire. J'ai acheté un tiers de l'action, okay? Puis je sais que ce portefeuille-là, c'est 2 à cause de, juste en résolvant ces deux équations, me donne 10 $ ici, puis 0 ici. Fait qu'il fait la même chose que l'option. Fait qu'on peut se dire même pourquoi acheter l'option, je peux former ce portefeuille, mais disons que je ne suis pas un investisseur aguerri, je ne sais pas quoi faire, fait que je veux acheter l'option. Fait que là, ça a un certain prix, okay, pour le construire. Puis là, la question que je vous pose, c'est est-ce que vraiment le prix ici, pourquoi est-ce que ça doit être celui-là? Parce que si c'est moins cher, tu vas juste acheter l'option. C'est ça. Donc, si c'est... Le marché, si c'est plus cher, ben, tu fais juste ça. Exact. Fait que ce qui se passe, c'est que supposons que l'option est plus chère que ça, okay? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Bien, par exemple, vous allez comme... OK, disons que l'option est moins chère que ça. Okay? Fait que vous pouvez acheter l'option, okay, à un prix moins cher. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Bien, vous savez que si vous avez acheté l'option, vous allez avoir 10 $ ici ou 0 ici. Okay? Puis ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire exactement le contraire de ce portefeuille. Okay? Fait que vous allez prendre les positions inverses à ce portefeuille. Fait qu'au lieu d'acheter l'action, vous allez vendre un tiers de l'action et au lieu d'emprunter, vous allez déposer.
OK? Puis ça va vous donner exactement par symétrie, exactement comme l'inverse. OK? Fait que ça va exactement vous donner les mêmes paiements de l'option, mais à l'inverse, fait que négatif. Fait que tout va s'annuler. OK? Fait que qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez pris 2 investissements. Fait que vous avez acheté une option d'achat à un certain prix, disons à 5 $, puis vous avez vendu un portefeuille à 6 $. Fait que vous avez fait 1 $, puis dans une période, tout s'annule. Donc, vous n'avez aucun risque. Donc, vous avez fait de l'argent sans prendre de risque. Ça s'appelle de l'arbitrage. Et s'il y a ça, bien, tout le monde va faire ça. Et ça va mettre une force sur les prix. Et donc, le prix va évidemment converger vers le bon prix. OK? Fait qu'à cause du principe de non-arbitrage ou d'arbitrage, bien, il faut que le prix soit égal à ça. OK? Au moins dans un état d'équilibre. Et s'il n'est pas égal à ça, bien, tout le monde va se jeter là parce qu'on veut tous... c'est de l'argent facile, si vous voulez. OK? Fait que ça, c'est le principe. Maintenant, ce qui est bien, c'est que si on fait un peu de juste... on réarrange la formule, OK? Très, très simplement. Fait que ça, je vous ai dit, ça, c'est le prix. OK? Fait que ça, c'était les inconnus pour lesquels j'ai résolu, le B puis le delta. Et là, là, il faut que vous me fassiez confiance, mais c'est comme un exercice de secondaire. Vous pouvez le réarranger de cette manière-là. OK? Ça va être ici, le CH, ça, c'est le 10 $, combien l'option va payer si l'action va vers le haut. Et le CB, c'est combien l'option va payer si l'action va vers le bas. Okay? Q, c'est un terme qu'on définit ici, qui est une fonction comme du taux d'accroissement puis de décroissement du prix de l'action. Fait que H, c'était 1,1. L'action peut augmenter de 10 % ou elle peut diminuer de 20 %. Ça, c'était le B. Okay? Fait que ça, c'est juste quelque chose... Q, c'est juste un terme qui apparaît ici. Fait que le prix peut être exprimé comme ça. Puis ça, si vous regardez, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à une espérance. Okay? Exactement comme la même qu'on avait avant, sauf que là, les probabilités dans l'espérance, ici, c'est Q, qui sont comme ça. Puis là, on peut se demander, c'est-tu une probabilité? Est-ce que c'est une probabilité ou c'est pas une probabilité? Ben, ça dépend du taux d'intérêt qu'on banque puis de combien l'action est. Exact. Fait que H moins B, est-ce que ça va être positif? Oui. Oui, parce que haut, bas, comme... OK, ça, par définition, ça va être positif. Puis là, ici, le haut, bien, qu'est-ce qu'on veut? E à la R moins B. Est-ce que ça va être positif ou ça ne va pas être positif? Ça peut-tu être négatif? Non. Parce qu'on veut que ce soit une probabilité ou il y a une autre... Non, mais c'est un taux d'intérêt positif à la R. Mais cette différence-là, est-ce qu'elle est positive ou est-ce qu'elle est négative? C'est plus petit que 1, mais donc on pourrait aussi penser qu'on a une action. Okay? Ici, j'ai mis 80 puis 100, mais on pourrait avoir une action qui va de 100 à 110 puis de 100 à 102, disons. OK? Fait que ici, ce que je vous fais faire réaliser, c'est que d'un point de vue un peu comme des conditions intuitives, il faut que ce soit une probabilité. Okay? Il faut que la différence ici soit positive. Pourquoi? Parce que si ici c'est négatif, okay, ça voudrait dire que ce qui arriverait, ça voudrait essentiellement dire que le prix de l'action, okay, au pire des cas, vous allez faire plus qu'avec le taux sans risque. Fait que vous n'allez jamais investir dans le compte bancaire parce que vous savez qu'avec le prix de l'action, vous allez avoir un peu plus. Okay? Fait que ça, c'est pas quelque chose qui peut se passer. Fait qu'il faut au moins que, quand l'action baisse, il faut que vous ayez quelque chose qui est en bas de ce que vous auriez si vous aviez investi votre argent dans le taux bancaire. Puis en haut, bien, il faut que vous ayez quelque chose de plus. Et l'autre aussi condition, c'est que si vous investissez dans le compte bancaire, bien, vous ne pouvez pas avoir plus que dans le meilleur état ici. Parce que ça aussi, vous investirez jamais dans cet instrument-là. Fait qu'il ne pourrait pas exister. Okay? Donc, à cause de ces conditions que je dirais intuitives, il faut que ce Q soit compris entre 0 et 1. Okay? Puis, sous ces conditions qui permettent à définir le marché d'une manière, disons, raisonnable. Et donc, si on interprète cette équation-là, bien, on a une espérance avec une certaine probabilité Q, okay, qui
qui est un peu artificielle. Ce n'est pas nous qui ont dit ça, c'est la probabilité d'augmenter. Mais ici, ce qui est un peu bizarre, c'est qu'on escompte au taux sans risque. Tandis qu'une option, ce n'est pas sans risque. Okay? Il y a un risque d'avoir plus d'argent puis d'avoir zéro. Donc, c'est un investissement qui est risqué. Puis quand on prend un risque, bien, il faut qu'on soit en général rémunéré pour ce risque-là. Okay? Fait que si, par exemple, je vous dirais que vous allez investir 100 $, puis vous allez avoir 102 en moyenne dans une période, mais là, vous dites, OK, mais là, si je vous donne un autre investissement, vous avez 100, puis là, ça peut, disons, descendre un peu à 99 ou ça peut monter à 105. Mais là, vous dites qu'en moyenne, je voudrais quand même faire plus que 102 parce que là, j'ai pris un risque. Okay? C'est ça ce concept-là. Fait que c'est un peu bizarre que ça nous donne cette espérance, puis on escompte au taux sans risque. Okay? Fait que ce que je vous ai expliqué avant, ici, cette contrainte-là, c'est la contrainte intuitive qui fait en sorte que le Q, c'est une probabilité aussi que ça ne permet pas d'arbitrage dans le marché. Parce que si vous pouvez investir dans le compte bancaire puis toujours avoir plus que ce que vous aviez dans l'action, bien, vous faites juste vendre l'action puis vous mettez votre argent dans le compte bancaire puis vous faites de l'argent de manière garantie. Okay? Fait que ça, c'est une condition intuitive que ce que vous allez faire dans le compte bancaire, ça va être entre les deux. Okay? C'est quoi? Oui, ouais. H est bas. Ça, c'est up and down en anglais. Tu as raison, merci. Donc ici, fait que, si on regarde ça, on a exactement le prix de l'option qui est développé. Fait que là, je répète, c'est développé pas avec un argument d'espérance, mais un argument de réplication, okay, qu'on trouve un portefeuille qui est exactement capable de répliquer le versement de l'option, mais on peut l'interpréter ou le reformuler comme étant une espérance sous certaines probabilités et avec un escomptement au taux sans risque. Okay? Puis là, on peut se demander, est-ce que ça a un sens? Est-ce que le Q, ça représente la probabilité que l'action va vers le haut? Pourquoi est-ce qu'on escompte au taux sans risque? Okay? Fait qu'on peut tous se poser ces questions-là parce que d'un point de vue financier, ça peut-être pas exactement, c'est pas justifié, mais on sait que c'est ça la solution parce que ça doit être ça le prix. Mais en fait, c'est juste une interprétation et on va voir que c'est un outil mathématique okay, qui s'appelle la tarification risque neutre. Fait que si on prend l'espérance puis on tarifie comme sous cette hypothèse-là, qu'on suppose qu'on a un rendement espéré qui est égal au taux sans risque, bien, ça va nous donner le bon prix. Okay? Mais ce n'est pas une interprétation de ce qui se passe dans la tête des gens. C'est juste un outil mathématique. Okay? Fait que juste pour vous faire réaliser pourquoi c'est un outil mathématique, c'est que si vous pensez que vous avez investi dans l'option, okay, vous avez acheté l'option, le prix c'était C0. Fait qu'en moyenne, vous voulez faire un certain rendement sur cette option-là qui est ce facteur-là ici. Vu que l'option correspond exactement à un investissement dans l'action et à un emprunt du compte bancaire, bien, ça doit satisfaire cette équation-là parce que le rendement espéré sur le compte bancaire, bien, on sait que c'est le rendement sans risque. Puis le rendement espéré sur l'action, bien là, il faut le poser. Bien, on l'appelle E exposant alpha, fait que ça va être alpha, le symbole qu'on va utiliser. Puis ça va essentiellement résoudre cette équation-là. Okay? Fait que cette équation-là, le rendement que vous espérez dans un investissement dans l'action, c'est tout simplement une espérance, okay? Mais par rapport à d'autres probabilités, par rapport aux probabilités que vous allez choisir, okay? De votre interprétation. Fait que vous, par exemple, vous pourriez dire, moi, je pense que cette action-là, elle a tant de probabilité d'augmenter, puis tant de probabilité de baisser. Okay? Puis là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez calculer l'espérance, puis ça va impliquer un certain rendement. Okay? Cette hypothèse-là que vous faites. Okay? Fait que ça, c'est si vous faites cette hypothèse-là, fait que si vous supposez qu'il y a une certaine probabilité d'aller vers le haut ou vers le bas, okay? Bien, ce qui va se passer, c'est qu'il faut que cette équation-là ici soit satisfaite. C'est une contrainte. Pourquoi? Parce que l'option est exactement équivalente à un investissement dans l'action et aussi à un emprunt. Okay? Fait que ça, c'est le compte bancaire. Donc, ce qui se passe ici, c'est que si vous voulez tarifer avec la logique qu'on avait au début comme énoncé, donc on va prendre une espérance puis on va escompter un certain rendement exigé, bien, qu'est-ce que vous faites? Vous devez choisir alpha. Okay? Fait que si vous devez choisir un certain rendement ou P, de manière, peu importe comme c'est
un implique l'autre. Okay? Fait que vous allez choisir alpha ou vous allez choisir le P. Okay? Fait que ça va être votre vision. Vous pensez qu'une action de Google, bien, ça va vous donner 15 % dans un an. Okay? Ça, c'est le rendement que vous espérez. Bien, dans ce modèle simpliste, ça implique une certaine probabilité pour l'action d'aller vers le haut puis vers le bas. Donc, si vous faites ce choix-là, ça implique le 1P à cause de cette équation-là. Et après ça, à cause de l'autre équation ici, ça va impliquer un rendement implicite pour l'option exigée. Donc, vous n'avez pas le choix sur ça. Vous faites une hypothèse, puis les autres doivent être impliqués. Donc, vous pouvez faire une infinité de choix cohérents de ces hypothèses-là. Okay? Bien, vous en choisissez une, les deux autres sont impliqués, et qui vont vous donner le bon prix. Donc, ça réconcilie de voir le prix de cette option-là comme étant une espérance. Donc, ce n'est pas nécessairement qu'on ne le fait pas comme ça, mais c'est juste que le faire comme ça, c'est un peu une approche subjective, puis si on ne met pas les bonnes contraintes, on ne voit pas ce qui peut se passer, puis on peut créer de l'arbitrage. Okay? Sans le savoir, parce qu'on pose des hypothèses. Fait qu'il faut toujours être conscient de cette notion d'arbitrage. Puis quand on pose le prix pour faire le portefeuille de réplication, bien, on sait qu'on s'assure qu'il n'y a pas d'arbitrage. Donc, on trouve le bon prix. Okay? Donc, et là, donc, on peut se demander, fait que là, ici, pourquoi est-ce que... ici, pourquoi donc ne pas choisir alpha, qui est le taux sans risque? Okay? C'est un choix. Okay? C'est peut-être pas comme un bon choix d'un point de vue financier, mais on veut juste trouver le bon prix. Fait que si je me dis que, OK, bien, l'action, comme en moyenne, ça va être le taux sans risque, ça va impliquer un P, impliquer un gamma, puis ça va donner le bon prix. Okay? C'est peut-être pas ce que vous pensez, mais d'un point de vue mathématique, c'est la façon la plus facile à procéder. Okay? Parce que dans ce cas-là, si vous supposez que le rendement moyen sur l'action, c'est le taux sans risque, vous allez voir aussi avec vos calculs que le rendement moyen sur l'option, c'est aussi le taux sans risque. Fait qu'on appelle ça un monde neutre au risque où tous les investissements en moyenne, ils vont faire le taux sans risque. Okay? Donc, c'est un monde où les investisseurs sont neutres au risque, ils n'ont pas besoin d'être rémunérés pour prendre de risques. Okay? Ce qui est en général pas le cas dans la vraie vie. Okay? Si vous avez le choix entre deux investissements, puis en moyenne, ça va faire 5 %, bien, vous allez prendre peut-être celui qui n'est pas risqué parce que vous êtes sûr, si vous investissez 100, vous allez avoir 105, tandis que dans un autre cas, vous n'êtes pas sûr. Okay? Donc, maintenant, ça, c'est à une période. Fait que là, on peut se dire, OK, bien, ça, c'est bien trop simple, c'est pas réaliste. Okay? Donc, évidemment, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut le généraliser à plusieurs périodes. Okay? Fait que ici, ça, c'était un coup, fait qu'une période, ça peut aller vers le haut puis vers le bas. Puis après, une autre période, ça peut encore aller vers le haut puis vers le bas. Okay? Fait que ça, c'est à deux périodes. Fait que là, on peut encore résoudre le même problème. Okay? Fait que si vous avez, par exemple, fait que là, vous pensez que vous avez deux périodes, puis là, vous pouvez calculer la valeur de l'action à la fin. Okay? Fait que si c'était 1,1 au carré, ça va faire 1,21. Fait qu'ici, vous allez avoir 121 $ pour le prix de l'action. L'option, elle va vous payer 121 moins 100 $. Fait qu'ici, ça va vous donner 21 $. Ici, vous allez avoir 1,1 fois 0,8. Donc, ça va vous donner 88 fois moins 100. Ça va vous donner négatif, ça va vous donner 0 ici. Fait que lorsque vous allez avoir ici, okay, fait que vous allez avoir deux chiffres. Vous allez avoir 21 puis 0. Puis vous allez pouvoir répliquer. Fait que là, vous vous dites, OK, ça, c'est ce que l'option va me payer. Comment est-ce que je réplique le 21 $ ici puis le 0? Bien, je peux faire le même exercice puis trouver la solution ici. Okay? Fait que voir ça ici en isolation. Okay? Puis faire la même chose en bas, voir ceci en isolation. Puis après ça, ça disparaît. Okay? Puis après, j'ai tout simplement mon arbre ici qui prend deux valeurs. Puis je continue à résoudre le problème et ça me donne un prix okay? Que je fais par réplication. Fait qu'à chaque fois, la question que je me demande, c'est j'ai deux chiffres ici que je connais. Comment est-ce que je les reproduis avec un investissement dans l'action puis un investissement dans le compte bancaire, okay? Emprunt ou dépôt. Puis évidemment, à chaque période, ça va changer. Je vais devoir réajuster mes positions, mais je vais toujours faire en sorte que je vais toujours suivre le prix de l'option. Okay? Puis on peut le faire avec la formule qu'on avait vue avant. Donc, on peut prendre une espérance sous ces probabilités-là, puis escompter au taux sans risque. Okay? Fait que si vous faites ça, dans ces branches-là, vous allez avoir deux autres valeurs ici. Fait que ça, ici, ça va être un chiffre que vous allez connaître, okay? Qui va être obtenu avec cette formule-là. Puis vous allez refaire la même chose pour revenir au temps 0. Okay? Maintenant, si vous faites ça,
Fait que si vous faites ça sur 2 périodes, vous allez avoir que vous allez pouvoir exprimer votre prix de l'action au temps 0 comme étant cette expression-là ici. Okay? Puis ça ressemble à quoi? Fait que ici, vous avez CHH, vous avez le prix ici. CBH, c'est le prix, bien, pas le prix, mais peut-être le versement de l'option ici. Puis CBB, c'est le versement de l'option en bas. Puis ça ressemble à quoi? Ça a l'air comme Q au carré, c'est quoi? On monte. Fait que ça a l'air comme si c'est une probabilité d'arriver ici. Ici, 1 moins Q au carré, c'est la probabilité d'arriver ici. Puis l'autre, ça a l'air d'être une probabilité d'arriver ici, n'est-ce pas? Fait que c'est quelle loi, ça? C'est une binomiale. Fait que vous voyez que le prix de l'action, okay, à échéance ici, ça suit comme une loi binomiale. Et donc, tout simplement, on peut voir le prix de l'action comme étant une espérance sous cette loi. Et ici, on escompte 2 périodes. Fait que vous avez E exposant moins 2R. Fait que 2 fois, on va escompter en arrière. Okay? Maintenant, si on continue, on ajoute toujours beaucoup plus de périodes pour rendre ça de plus en plus réaliste. Bien, vous avez encore une binomiale, okay, qui fait... Puis là, si vous faites les calculs, okay, bien, vous allez avoir quelque chose qui va ressembler à ça quand vous allez prendre l'espérance, okay, du prix. Fait que ici, vous pouvez le voir de 2 façons. Fait que le prix, c'est de manière récursive, vous allez en arrière, ou vous pouvez y aller directement en juste réalisant que le prix de l'actif, c'est une loi binomiale, okay, représentée par une loi binomiale, et donc vous pouvez le faire directement de là jusqu'à là, okay, au lieu de passer par une étape intermédiaire. Donc, ce que vous avez, ça, c'est une formule qui a l'air de comme ça. Okay? Et ça, d'un point de vue très, très simple, je n'ai pas vu mentionner ça comme ça dans un livre encore, mais ça, c'est la formule de Black-Scholes. Okay? Mais la formule de Black-Scholes, c'est la limite de ça, okay? Quand on a beaucoup de périodes. Mais essentiellement, la formule de Black-Scholes, c'est quelque chose comme ça. Okay? Fait que ce n'est pas tellement compliqué. Maintenant, ce qui est beau dans tout ça, c'est que quand on passe à la limite, ça nous donne on parle de processus stochastique à temps continu, fait qu'il y a des belles mathématiques en arrière de ça. Il y a évidemment de la technicité. Mais de la façon qu'il faut regarder, qu'il faut voir le problème, c'est que vous pouvez le voir ici comme à chaque fois, l'action peut aller en haut puis en bas. Okay? Fait que vous pouvez le voir quelque chose de manière très analogue à ce qu'on appelle une marche aléatoire. Fait qu'on peut aller vers le haut puis vers le bas. Et vous avez quelque chose comme ça. Et là, vous pouvez penser que si on prend, au lieu d'avoir comme, là, on a pris comme l'action peut égaler de 10 $ ou perdre 20 $, mais si on dit qu'on va augmenter le nombre de périodes, okay, mais plus qu'on augmente les périodes, plus qu'on va supposer que l'accroissement ou le décroissement du prix de l'action va être de plus en plus petit. Okay, mais là, ça va faire quoi? Ça va faire une marche qui va avoir de plus en plus avoir l'air d'un processus qui est continu. Okay? Donc, ça va être la même idée qu'on va pouvoir utiliser avec ce petit modèle-là. Okay? Fait que ce qui arrive, c'est que dans la théorie développée par Black-Scholes, le temps t, au lieu d'être discret, il va être traité comme continu. Okay? Donc, là, ce qu'on va avoir, c'est qu'on va avoir un processus stochastique à temps continu. Okay? Fait que ici, on avait un processus stochastique, si vous voulez, à temps discret, okay? Avec l'arbre binomial. Et ce qu'on va avoir, c'est que la loi binomiale va être remplacée par une loi normale. On va voir un peu pourquoi. Ça va faire intervenir le mouvement brownien. Okay? Donc, on va pouvoir... Le mouvement brownien, je vais juste vous expliquer rapidement c'est quoi, mais on peut un peu le construire à partir de cette approche binomiale. Et évidemment, c'est beaucoup plus technique d'un point de vue mathématique, mais conceptuellement, c'est les mêmes idées qui sont là. Okay? Donc, qu'est-ce qu'on va supposer ici? Fait qu'on va supposer que vous avez... fait que le prix de l'action, il peut aller en haut. Puis là, ça va être le facteur. Okay? Puis ici, vous avez delta t. Fait que là, supposez que vous avez une période, disons 1 an, puis vous voulez la subdiviser en n. Okay? Fait que vous voulez avoir un modèle où il y a une possibilité d'aller en haut puis en bas. Fait que delta t, ça va être 1 sur n. Fait que ça va être les périodes que vous allez considérer. Puis là, vous allez supposer que pour aller vers le haut, ça va être ce facteur-là, puis pour aller vers le bas, ça va être ce facteur-là. Fait que vous voyez que plus qu'on va augmenter le nombre de périodes, plus que ça va être petit. Okay? Fait qu'on va faire des sauts de plus en plus petits. Okay? Fait que si on considère ce modèle-là, qu'est-ce qui se passe? Bien, si on prend le prix au temps 0 puis on veut se rendre au temps 1,
bien, tout ce qu'on fait, c'est qu'on fait tout simplement, on dit, bien, aujourd'hui, les X, ça représente juste des plus 1 ou des moins 1. OK? Fait que si le prix a augmenté, bien, on va multiplier par ce facteur-là. Si le prix a baissé ici, bien, on va multiplier par ce facteur-là, mais on va mettre un négatif. Puis essentiellement, le prix final, bien, ça va être juste la multiplication de toutes ces possibilités d'aller en haut ou en bas. Okay? Donc, on va avoir une expression comme ça. Et plus qu'on augmente n, qu'est-ce qui va arriver? Fait que si vous augmentez n, OK, fait que j'ai trouvé un belle visualisation de tout ça. OK, fait que ça, c'est un peu comme ce qu'on a ici dans l'arbre binomial, mais en fait plutôt une marche aléatoire. Puis vous voyez, quand vous faites un zoom out, puis vous regardez ça comme... Fait que ce qui va se passer, c'est que les pas que vous allez faire vont être de plus en plus petits. Il y en aura de plus en plus sur une période. Bien là, vous voyez que votre processus qui va aller juste en haut puis en bas, bien, plus qu'on augmente le nombre de pas puis qu'on raccourcit, bien, ça a de plus en plus l'air qu'un processus qui est continu. Okay? Fait que de plus en plus, ça a l'air d'un processus un peu plus réaliste, okay? Qui est descriptif de ce qu'on peut supposer dans le marché. Okay? Fait qu'au moins, à la limite, on a quelque chose de plus réaliste. Okay? Le processus a beaucoup de défauts. Okay? Fait qu'il n'est pas bon pour modéliser nécessairement le marché, ou le prix de l'action, mais c'est au moins plus réaliste que juste un modèle à une période qui va prendre deux valeurs différentes. Puis, essentiellement, ça, ce qu'on fait, c'est qu'on appelle ça comme c'est cette façon de construire la marche aléatoire, la limite. Okay? On peut montrer que ça va... Ah, ça c'est le... OK. Fait que le mouvement brownien, OK, fait que la limite de cette marche aléatoire qu'on peut aller en haut puis en bas, fait que si vous pensez à ça comme ça, bien ça, on peut montrer que ça va converger vers un processus stochastique. OK? Bon, il faut définir le mode de convergence, évidemment, mais juste pour lier à quelque chose que vous connaissez, OK? Fait que vous avez vu le théorème limite centrale. OK? Fait que ce que vous avez, c'est supposer que vous pouvez aller en haut puis en bas, puis à chaque fois, vous allez prendre des pas de plus en plus petits si vous voulez avoir plus de périodes. Fait que les pas, au lieu d'être 1 moins 1, ça va être 1 sur racine de n. OK? Et là, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'on peut le réécrire ici comme ça. Fait que supposons qu'on a fixé une période de temps, puis on va subdiviser cette période de temps de 0 à t en n pas, puis à chaque fois, bien, au lieu de faire plus 1 moins 1, on va faire 1 sur racine de n. Bien, ce que vous avez ici, c'est que vous avez quelque chose qui ressemble à une somme de variables aléatoires indépendantes. Puis là, on sait qu'on peut utiliser le théorème limite centrale pour dire bien, que ça va converger vers une loi normale. Okay? Fait que ça caractérise un peu le mouvement brownien. Évidemment, ici, c'est comme une convergence qu'on a ici ponctuellement, là. Tandis que dans ce cas-là, le processus discret il va converger vers plutôt un processus stochastique pour tous les temps t. Mais l'idée, c'est que vous avez comme la loi normale qui apparaît ici. Okay? Puis, ce que vous avez, c'est que, par exemple, ça, c'est des trajectoires qui pourraient être générées avec ce processus-là. Okay? Fait que processus de marche aléatoire, binomiale, mais qui va comprendre des très, très petits pas, disons. Puis là, ce que vous avez, c'est, par exemple, si vous prenez deux valeurs ici, bien, la différence entre les deux, bien, ça va suivre, disons, une loi normale. Okay? C'est ça ce que ça nous dit, le théorème limite centrale. Okay, fait qu'on sait un peu comment, en tout cas en loi, comment ce processus bouge. Maintenant, pour le relier peut-être, fait que le mouvement brownien, ça s'appelle comme ça. C'était observé par Robert Brown en 1827. Puis en fait, c'est quelque chose de, disons, c'était une observation, ce n'est pas nécessairement quelqu'un de mathématicien. Maintenant, comme le mouvement brownien, comme la formalisation mathématique, des fois c'est appelé processus de Wiener. Okay? Mais c'est quoi le mouvement brownien? C'est essentiellement comme un mouvement aléatoire. Okay? Fait que ici, c'est le mouvement chaotique des particules dans le fluide situé à l'intérieur des grains de pollen. Okay? Fait que je vais vous montrer une animation dans quelques minutes. Là.
Mais essentiellement, nous, ce qu'on a, c'est un mouvement brownien en une dimension. Fait qu'on peut juste aller, comme disons, en avant, en arrière. Ici, c'est à 2 dimensions. OK? Fait que ça, c'est comme, disons, un mouvement qui est présent, disons, naturellement, disons, en physique. OK? Donc, ce que vous avez ici, juste pour que vous voyez peut-être en 3 dimensions, fait qu'on peut le voir comme tout simplement un mouvement complètement aléatoire. OK? Et ça, c'est la particule qui est dans le mouvement brownien, qui se fait bombarder, puis qui fait en sorte que cette particule, elle va bouger à cause du bombardement. Okay? Fait que ça, c'est le phénomène physique qui est observé. Ce n'est pas un phénomène qui est biologique. Puis, Einstein, en 1905, il a expliqué ce phénomène du point de vue de la physique et ça a permis, en tout cas, je ne sais pas exactement tous les détails, là, mais c'était une des raisons qui a montré qu'on pouvait montrer de cette façon-là ou qui a donné l'évidence que les atomes et les molécules existent. La formalisation mathématique de ce type de mouvement ou de processus. Toujours ça. Comme je vous avais dit, c'était Norbert Wiener en 1923. Mais Louis Bachelier, en 1900, ça a été en fait lui qui a fait le premier modèle mathématique du mouvement brownien. Okay? Fait que c'est lui qui est un peu comme appelé le père des mathématiques financières. Et même avant que ce soit formalisé, lui il a proposé un peu d'utiliser ces genres d'idées de mouvement brownien, de limites. Mais lui, quand il a fait sa thèse, c'est aussi une anecdote, c'est qu'il y avait différentes motions, honorables, très honorables. Il a reçu honorable, il n'a pas reçu le plus haut. Et vu qu'il s'est consacré à un problème qui n'était peut-être pas intéressant pour les mathématiciens de l'époque, mais peut-être ses travaux au début n'étaient pas reconnus à leur juste valeur. Puis il manquait peut-être de la rigueur dedans. Mais après, quand ces processus ont été formalisés, bien, il y a eu une certaine reconnaissance à ce que Bachelier a fait dans sa thèse et un peu après. Mais pendant sa vie, ses travaux n'ont vraiment pas été reconnus à sa juste valeur. Et c'est un peu un précurseur de la finance moderne maintenant. OK, fait que si on revient à notre problème, fait que je vous avais montré que le prix de l'action, c'était égal à cette expression-là. Fait que c'était le prix aujourd'hui, puis là, dépendant si on va en haut ou en bas, c'est nos variables aléatoires représentées par les x. OK? Puis là, on fait des mouvements vers le haut ou vers le bas. Fait que ça, c'était le mouvement qu'on avait défini. On veut aller vers le haut ou on veut aller vers le bas. Puis là, x1, x2 indique si on va vers le haut ou vers le bas. Fait qu'on a quelque chose comme ça. Fait que vous voyez que quand on a quelque chose comme ça, vous avez une somme, puis on va pouvoir utiliser encore le théorème limite centrale. Sauf que là, la seule différence, c'est que les xi ne vont pas avoir exactement probabilité égale. Okay? Puis le q, bien, on sait comment on l'a défini. Okay? Fait que ça, c'était prescrit. Ça, c'était prescrit par ce qu'on avait dérivé avant. Okay? Fait que quand on voulait répliquer, on savait exactement la probabilité, c'était quoi. Ce n'était pas un choix, c'était exactement prescrit par les dynamiques, essentiellement par le h puis le b. Okay? Fait que si on peut quand même utiliser la loi, le théorème central limite, parce que ces variables-là sont ID, bien, ça va converger ça vers essentiellement une loi normale au numérateur. Fait que exponentielle d'une loi normale, ça va être une loi log normale. Donc, on peut connaître la loi. Tout comme dans le cas discret, ça convergeait vers une loi binomiale, okay, ce qu'il y avait dans le numérateur ici. C'est un peu la même chose qu'on a ici, sauf que c'est une loi normale. Puis là, l'option, okay, fait que si on veut trouver le prix de l'option, bien, qu'est-ce qu'on fait? Bien, comme je vous avais dit, on peut prendre l'espérance, ça fonctionne. Fait qu'on va prendre l'espérance du prix de l'option. Okay? Fait que l'espérance du prix de l'option, ça, c'est l'espérance du versement de l'option, pardon, ça, c'est ce que l'option va vous verser. Okay? Fait que c'est le maximum entre le prix dans un an, puis K, que dans notre exemple était 100 $. Okay? Fait que ça, c'était juste une constante. Donc ça, c'est ce que l'option va verser. Et là, au lieu de faire la somme par rapport aux probabilités à partir de la binomiale, on va prendre l'intégrale par rapport à la loi normale. Okay? Parce qu'on voit que la loi normale, elle est ici. Okay? Fait que S1, c'est une fonction de ça. Fait qu'on peut prendre cette espérance-là, puis on va escompter ici au taux sans risque. Okay? Donc, ce qui va se passer, c'est qu'évidemment, ici, vous pouvez résoudre cette intégrale. Okay? Il faut juste comme le séparer
pour enlever le maximum, mais vous avez ce qu'il vous faut, un changement de variable, comme après la première année d'université, j'imagine, pour résoudre cette intégrale-là, sans problème. Okay? Et cette intégrale-là vous amène à la formule qui est la formule de Black-Scholes. Okay? Fait que si vous résolvez cette intégrale-là, vous avez tout simplement cette formule-là. Okay? Fait que ici, phi d1, c'est tout simplement la loi normale cumulative. Okay? Fait que ça, c'est disons, un intégral qui n'est pas exactement connu, mais bon, on sait comment l'approximer de manière très précise numériquement. Donc, ça, on appelle ça quasiment comme une formule fermée, bien qu'il y a ce terme-là qui intervient. Et c'est tout simplement ça, la formule de Black-Scholes. Fait que la formule de Black-Scholes, en conclusion, c'est tout simplement une formule qui vous permet de trouver le prix d'un instrument financier, qui dans ce cas-là s'appelle une option d'achat, okay? Et qui essentiellement est basée sur un argument de réplication. Okay? Et la beauté de cet argument-là, c'est que cet argument de réplication, on peut l'interpréter aussi comme étant une espérance sous une certaine mesure de probabilité qu'on va appeler la mesure risque neutre. Et ça nous permet de faciliter les calculs. Parce que imaginez que dans le cas de la limite, mais là, vous voulez trouver le portefeuille de réplication, puis là, vous avez une infinité de possibilités. Fait que comment faire ça par en arrière? On ne voit pas vraiment comment le faire. Mais en passant par cette relation, okay, de prendre l'espérance par rapport à une certaine mesure de probabilité, bien, c'est beaucoup plus facile et ça nous permet de résoudre cette solution. Okay, donc, je vous remercie pour votre attention.